Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, plus vite, plus haut, plus fort. Cela pourrait être la devise d'Amal Laoui. Ce sera le sujet de son anti-sèche. Elle va nous parler olympisme et programme scolaire. Amal toujours à l'heure de la récré, le vrai faux retour de la flûte à bec. L'infirmerie, c'est la chronique psy avec Sophie Marinopoulos. Elle va nous parler de la façon dont les ados font face au Covid-19. Et puis le grand oral avec Marc-Olivier Dupin, le thème musique au cœur de l'école. On a fait un jeu de mots qui marche mieux à l'écrit. Au pluriel, les chœurs comme les chœurs qui chantent et pas le chœur qui bat. Et puis il y en a plusieurs. C'est le grand oral. Marc-Olivier Dupin, bonjour. Bonjour. Je me suis dit que j'allais vous présenter rapidement, et puis c'est raté, car Marc-Olivier Dupin est un homme orchestre, compositeur, chroniqueur sur France Musique, dont il fut le directeur après avoir été celui du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, acteur et promoteur infatigable de l'éducation musicale, notamment depuis le plan Langue Tasca pour les arts à l'école, un plan inégalé depuis 2002, ça c'est moi qui le dis, mais c'est au président d'association... Et je m'arrête là, que je voudrais m'adresser en premier. Cette association, elle s'appelle Le Grand Mélange. Elle a été créée en 2017. C'est une association qui met en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle auprès du jeune public, en priorité dans les lycées professionnels et les établissements situés en territoires ruraux. 4000 jeunes en ont déjà bénéficié. On se met dans l'ambiance en cette matinale en laissant briller le soleil. Let the Sunshine In, je crois d'ailleurs, c'est le final de R, la comédie musicale, la première comédie musicale rock de l'histoire. Des souvenirs, Marc-Olivier Dupin? Oui, beaucoup d'émotions et puis un vrai... C'était qu'en 2019, je disais, près de 200 élèves, c'est ça, impliqués dans ce projet? Absolument. Et surtout, ce qui est formidable dans ces projets, c'est que ce sont des projets inscrits dans la durée, où il y a vraiment un apprentissage, une acquisition d'un vrai savoir, d'un vrai savoir-faire, et puis beaucoup de bonheur au bout, comme vous pouvez le constater. Et ça, on le voit, et c'est un bonheur communicatif. Donc le grand mélange, pour amener les jeunes à la musique, vous passez par le chant choral. Pourquoi des chorales? Pourquoi pas autre chose que des chorales? Pour plein de raisons très évidentes. D'abord, la voix est le premier instrument que nous possédons tous, sans exception. C'est aussi un instrument, entre guillemets, culturel, puisque dans toutes les cultures, on chante. Donc c'est un merveilleux point de démarrage, de rencontre, d'approche. Et puis le chant a plusieurs et plein de vertus. Par exemple? Condorcet dirait le fait de, au fond, créer un lien social. Il en parle déjà dans ses mémoires de l'instruction publique. Donc on est en 1792 à peu près. Oui, absolument, dans ces eaux-là. Et enfin, Platon le dit aussi. Hein, il y a beaucoup de penseurs qui en ont loué les vertus, mais sur le terrain, ça se vérifie tout le temps. Donc on est obligé d'écouter les autres. Il y a plein de choses qui se passent aussi. J'imagine que quand on travaille... C'est à quel endroit d'ailleurs, cette initiative? Aubervilliers. À Aubervilliers. Oui. On s'intéresse à l'histoire des États-Unis, à la guerre du Vietnam, à ce que ça raconte aussi. On fait de l'histoire. Oui, bien sûr, mais c'est le rapport au texte, donc au sens, et c'est le rapport au corps, par la respiration, par la tenue de son propre corps dans l'acte de chanter. Donc c'est par définition pluridisciplinaire. Il y a je disais, une étude d'Indiana Bullman, chercheuse en neurosciences cognitives et coordinatrice de la recherche sur les projets éducatifs de la Philharmonie de Paris, je la cite. Beaucoup d'études suggèrent que pratiquer le chant choral à plusieurs libère des endorphines. C'est comme une grande caresse collective de chanter ensemble. Est-ce qu'on a... Si vous le dites... Elle le dit. Est-ce qu'on a assez, aujourd'hui en France, de compétences, de chefs de chœur notamment, pour qu'il y ait des chorales partout, comme le souhaite, on va en parler dans quelques instants, le ministère de l'Éducation nationale, et comme vous essayez de le faire avec le Grand Mélange? Alors,
honnêtement, la situation a beaucoup progressé en bien en quelques décennies, parce qu'on était quand même un des pays d'Europe les plus arriérés par rapport à la pratique vocale et chorale. Enfin, chorale, pas vocale, mais chorale. Et donc, il y a de plus en plus de bons chefs de chœur, mais c'est vrai que pour tous ces projets qu'on fait, notamment en milieu scolaire, on manque de chefs de chœur. Et dans mes projets un peu fous, j'envisage de créer un CFA de direction de chœur, parce que je pense que... Donc un CFA, c'est un centre de formation de l'apprenti? Oui, absolument, et qui permet à des jeunes musiciens, déjà en partie formés, mais d'avoir vraiment une formation spécifique à la direction de chœur. Et la direction de chœur, c'est très intéressant, parce que c'est à la fois un métier d'interprète, mais c'est aussi un métier de pédagogue. Donc c'est la double compétence qu'il faut arriver à développer, et tout de suite avec des expériences de terrain. Et le CFA est formidable pour ça. Apprendre à s'écouter, se caresser en libérant nos endorphines, mais aussi faire de l'histoire, apprendre plein de compétences transversales. On va parler des vertus de ces chorales avec Marc-Olivier Dupin dans la suite de notre grand oral, mais pour l'instant c'est l'heure de l'Anti-Sèche. Et l'Anti-Sèche, c'est le solo d'Amal, enfin le duo, on va le faire ensemble. Fait et donc en chœur, Amal. Notre chorale, les Jeux Olympiques de Pékin ont officiellement commencé. Vendredi, ils s'achèveront le 20 février et pendant ces 2 semaines, des athlètes du monde entier vont s'affronter sur des sports divers, ski alpin, patinage artistique, biathlon. Certaines de ces disciplines peuvent être pratiquées en cours d'éducation physique et sportive. Les disciplines des JO d'hiver sont moins accessibles que celles des JO d'été, mais on peut très bien pratiquer le ski à l'école. Ça arrive parfois dans le cadre de séjours sportifs, par exemple avec son prof de PS. Alors l'éducation physique et sportive est une discipline obligatoire. Elle s'adresse à tous les élèves, quelles que soient leurs ressources. Le sport scolaire contribue à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Il joue un rôle déterminant dans l'accès des jeunes au sport. Le sport participe aussi à la santé et à la préservation de l'intégrité physique des élèves. C'est un atout privilégié pour l'égalité des chances et pour la formation citoyenne des jeunes. Si bien qu'on lui consacre un certain nombre d'heures chaque année. Ouais, 108 heures par an sont consacrées aux activités physiques et sportives, soit environ 3 heures par semaine. Il faut savoir que les écoles ont une certaine liberté et peuvent, si elles le souhaitent, consacrer plus de temps aux activités sportives. Toute école peut décider, par exemple, dans le cadre de son projet, d'aménager des temps de pratique plus fréquents à certains moments de l'année. Par exemple, consacrer des heures de plus à la pratique de la danse dans le cadre de la préparation d'un spectacle de fin d'année ou s'entraîner davantage à la course à pied, pourquoi pas, en prévision d'un cross. Chaque année, au moment du bac, il y a un marronnier dans les journaux. On vous dit, on pourrait voir le bac grâce à la pelote basque, grâce à plein de sports extrêmement peu pratiqués. Quelles sont les activités qu'on pratique en fait en EPS? Il y a plusieurs activités physiques et sportives qui sont travaillées chaque année. Selon les moyens humains et techniques disponibles, on peut mettre en œuvre, par exemple, pour la réalisation de performances, des activités athlétiques, la natation, pour l'adaptation à différents environnements, les courses d'orientation, l'escalade ou encore l'équitation et le ski, je le disais tout à l'heure. Ça dépend aussi en fonction des régions dans lesquelles on se trouve. Pour les activités de coopération et d'opposition individuelle ou collective, on va pratiquer des jeux de lutte, de raquettes. Ça s'appelle des activités de coopération et d'opposition individuelle. On en apprend des choses dans la quotidienne. Oui, et en lisant les programmes. C'est ça. Et puis on peut faire un peu d'art quand même. On peut faire un peu d'art avec les activités donc à visée artistique ou expressive, donc la danse, la gymnastique ou encore les activités de cirque. Et avec justement l'arrivée prochaine des JO à Paris, cette fois en 2024, le ministère de l'Éducation nationale veut que tous les élèves se mettent à une pratique plus intensive. Oui, c'est ça, une pratique quotidienne. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, s'engage pour que chaque élève bénéficie d'au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne. Alors ces 30 minutes, ils s'ajoutent, c'est ça, aux enseignements d'EPS et ont pour objectif de contribuer à la bonne santé et au bien-être des élèves. Alors l'idée, c'est de profiter de cette manifestation sportive pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. L'école contribue à fabriquer des sportifs de haut niveau. Ça me rappelle une déclaration. Oui, c'est selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est ce qu'il avait déclaré sur Europe 1. C'était en août dernier, lors du bilan des JO de Tokyo pour les Français. Écoutez-le. Des sports comme le handball, le basketball ou le volleyball sont des sports qui sont très pratiqués à l'école par nos professeurs d'éducation physique et sportive depuis des années et des années. Et on voit maintenant des générations de handballeurs se succéder et à chaque fois remporter la médaille d'or. Ça montre que le système scolaire, dans la durée, a beaucoup d'importance pour non seulement l'ensemble de la population, mais même pour l'élite du sport.
Ça, c'est l'avis du ministre. C'est pas forcément celui de tous les sportifs. Ces propos ont été critiqués par des sportifs de haut niveau, dont le basketteur Evan Fournier. Il a déclaré que la culture sportive à l'école était désastreuse et que s'il était arrivé au haut niveau, c'était grâce aux associations sportives, aux clubs, aux bénévoles et en aucun cas grâce à l'école. Il y a d'autres sportifs qui se sont exprimés. Le handballeur Vincent Gérard, gardien de l'équipe de France de handball, championne olympique, qui a évoqué, lui, le manque de moyens donnés à l'éducation physique à l'école. Et puis il y a des activités sportives qui sont aussi proposées aux élèves volontaires sous l'appellation de sport scolaire, géré par l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. C'est ça, le sport scolaire s'appuie au sein des écoles et des établissements scolaires sur des associations sportives scolaires, les AS. Des fédérations sportives scolaires animent ce réseau d'associations et organisent des rencontres et des compétitions. Et pour aller encore plus loin dans la pratique du sport, eh bien, il existe, je ne sais pas si vous le savez, des sections sportives scolaires et des sections d'excellence sportive qui donnent à l'élève la possibilité cette fois-ci d'atteindre un haut niveau de pratique et permettre de concilier donc les études et les pratiques sportives renforcer les sports-études. Les sports-études en somme. Mais oui, voilà. Merci beaucoup. Amal, c'est la fin de notre anti-sèche du jour et on va reprendre notre grand oral avec Marc-Olivier Dupin et voir s'il y a peut-être quelques parallèles d'ailleurs à faire entre le sport et la musique. On parle musique avec Marc-Olivier Dupin, on parle chorale et on parle du rôle fondamental des chorales. Un point quand même, le Grand Mélange, l'association que vous avez créée, travaille, je le disais, prioritairement en lycée professionnel, en zone rurale. Non, on travaille aussi... Vous avez vraiment élargi. Non, dès le départ, on a travaillé beaucoup avec les écoles primaires aussi, les collèges. Et les lycées professionnels, en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité travailler beaucoup avec les lycées professionnels, c'est parce que quand j'avais la chance de travailler avec Jack Lang entre 2000 et 2002, il y avait à la présidence ou direction de la commission des programmes un recteur, Philippe Joutard, un historien extraordinaire, qui nous disait toujours « mais allez dans les lycées professionnels ». C'est le dernier moment où ces jeunes peuvent avoir un vrai contact, une vraie pratique avec l'art, et il faut absolument aller dans les lycées professionnels. Et j'ai toujours gardé à l'esprit la conviction forte de cet homme extraordinaire, et nous essayons en effet d'aller au maximum dans les endroits où il n'y a pas, peu ou rien. Ça présente des difficultés particulières ou finalement c'est exactement la même chose, il suffit de se dire on y va? Non, il n'y a pas de difficulté particulière. Je crois que la règle d'or, c'est évidemment de toujours co-construire les projets avec les acteurs de terrain. En l'occurrence, avec les enseignants et les responsables d'établissement, qui sont d'ailleurs en général extraordinaires. Je dois dire que comme beaucoup, je râle contre l'éducation nationale, mais dès que je suis sur le terrain, que je rencontre des enseignants et des responsables d'établissement, j'en suis même assez bouleversé, parce qu'on voit... Un vrai engagement. Oui, extraordinaire. Une compétence, un engagement, et par rapport à l'art et à la culture, une ouverture très grande. Donc il faut travailler avec les enseignants, bien sûr, et souvent d'ailleurs, c'est assez rigolo, on fait pas mal de projets avec des profs d'anglais. Parce que chanter en anglais, oui, le répertoire pop-rock notamment, est évidemment un point d'accroche formidable pour des ados. Et pour faire de l'anglais. Et pour faire de l'anglais aussi. Quand je disais, quand Amal nous disait 108 heures pour l'éducation physique et sportive, ça ferait rêver des profs de musique, parce qu'en revanche, la musique, elle a quand même un petit peu déserté les programmes. Je crois qu'il y a, notamment au niveau du collège, il ne reste plus qu'une heure partagée hebdomadaire avec les arts plastiques. Alors, je crois que je ne suis pas un expert de ces questions formelles d'emploi du temps de l'éducation nationale. En tant que parent d'élèves, je peux vous assurer qu'il y a en tout cas à Paris une heure d'éducation musicale et parfois plus sous forme de chorale facultative. Je crois que si vous voulez, le problème pour moi, il n'est pas là. Le problème, il est plus... C'est un très vaste sujet, et ce n'est pas les quelques secondes qui nous... Mais donc, dites-le. Alors, je vais le dire. Je crois que dans le système éducatif français, on ne donne pas assez de place à la créativité en général. C'est ça. Et ça, du coup, l'art et la culture sont un peu des greffes artificielles à cause de ça. Et en musique, c'est vrai qu'on est censé faire. Oui. Et pas seulement apprendre. Oui, mais on peut apprendre en faisant. C'est une conviction très simple, mais je crois beaucoup à ça. Est-ce que apprendre en faisant, ça doit ou ça peut
n'être fait que par des enseignants de l'éducation nationale, ou est-ce qu'il faut aussi faire rentrer les artistes beaucoup plus largement à l'école? Alors, il y a des problèmes de formation des professeurs de musique et d'éducation musicale et de chant choral, dans la mesure où, par exemple, sur le plan de la direction de chœur, ils ont très peu de formation et trop peu d'expérience. Et donc là, il vaut mieux faire rentrer des chefs formés. Certains le font très bien et arrivent parfois même à faire des regroupements avec d'autres classes, d'autres établissements, quand c'est des grands centres urbains. Mais c'est vrai que la question de la formation en direction de chœur des profs d'éducation musicale et chant choral est un vrai sujet. Sinon, faire rentrer des artistes, c'est très bien, mais moi, je me méfie beaucoup du saupoudrage. Je pense que c'est formidable si on peut avoir un compagnonnage dans la durée avec... C'est pas une séance par-ci, une séance par-là. Non, il faut construire des projets. Absolument. Et notre association, le Grand Mélange, met un point d'honneur à travailler vraiment dans la durée, sur plusieurs mois. Et sur plusieurs mois, et sur plusieurs années d'ailleurs. Et parfois de façon hebdomadaire. On continue à parler musique pendant la récré. Amal, l'heure de la récré. On va regarder une petite vidéo d'un humoriste. Oui, c'est ça. Je vous propose de regarder cette vidéo de l'humoriste Thomas VDB qui a visiblement bien suivi les cours de flûte au collège. Regardez. Ouais, Voilà, ça nous fait marrer quand même. Je n'ai plus de mots. C'est une vidéo qui date un tout petit peu. On espère qu'elle va revenir l'été prochain. Si on a un petit message à la direction de France Inter, elle est super drôle, l'émission de Thomas VDB avec la flûte à bec. Mais c'est un prétexte pour parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. Donc c'est quoi d'ailleurs cette émission? On va peut-être c'est une émission qui s'appelle Qui veut gagner la flûte à bec sur France Inter. Vous l'avez dit, dans laquelle il reçoit des personnalités et leur fait gagner une flûte à bec rouge s'ils répondent correctement à des questions autour de la musique. Voilà, et pourtant la flûte à bec... Elle a disparu depuis un certain temps. Est-ce que vous savez depuis quand la flûte à bec n'est plus enseignée à l'école? Oui, je me souviens. Marc Olivier, c'est forcément. C'est un grand ami de la flûte à bec. Je pense qu'il y a encore des poches de résistance tout à fait qu'il convient de réduire. En tout cas, officiellement, la flûte à bec n'est plus dans la liste des fournitures scolaires depuis 2014. Mais en réalité, le retrait de cet instrument des programmes scolaires date de 2008. En 2008, l'Éducation nationale a décidé que la pratique vocale serait le nouveau point de référence en expliquant que la voix était le vecteur le plus démocratique, le plus immédiatement accessible. Il faut savoir qu'avant 1995, la flûte à bec était pratiquée dans 60% des établissements. C'était donc la majorité, mais pas la norme. Est-ce que tout le monde s'est réjoui de cette disparition autant que Marc-Olivier Dupin? Pas vraiment. Si ce retrait a été un soulagement pour certains, c'est un regret pour d'autres. Au moment de l'annonce du retrait de la flûte au programme, il y a eu un hashtag sur les réseaux sociaux, hashtag soutien la flûte à bec, qui est apparu avec de vrais et faux nostalgiques de la flûte. On peut lire des messages comme d'autres parents doivent souffrir, ou encore que vont devenir les fabricants de flûtes à bec. Et ces nombreux messages étaient accompagnés de photos assez drôles. La question... j'ai même pas le temps de faire une relance. Marc-Olivier Dupin. Oui, je voudrais quand même dire une chose, c'est que objectivement, la flûte à bec est un merveilleux instrument et je pense que tout le renouveau de la musique baroque l'a montré et continue à le montrer. La seule chose, c'est que c'est un instrument très difficile. C'est aussi difficile, jouer juste sur une flûte à bec est aussi difficile que jouer juste sur un violon. Il faut une maîtrise du souffle, en l'occurrence. On est au moins deux à pouvoir témoigner autour de cette estrade, que c'est pas évident de cette estrade. En effet. Et donc, si vous voulez, on a au fond demandé à cet instrument de faire ce pourquoi il n'était pas du tout fait, c'est-à-dire c'est pas un instrument d'initiation musicale. C'est ça votre grande critique de la flûte à bec, c'était évidemment pas une critique de l'instrument. Non. Voilà. Merci beaucoup, merci Amal, et suite de ce grand oral pour lequel, sur certains sujets, il n'y a même pas besoin de poser les questions, Marc-Olivier les fait tout seul. Le Grand Mélange, c'est le nom de l'association qui a été créée par Marc-Olivier Dupin, des chorales un peu dans toute la France, pour tout public, à la fois en lycée professionnel, dans des écoles primaires, des collèges, absolument partout, et un répertoire extrêmement varié. Vous nous disiez tout à l'heure que les choses s'étaient améliorées en France en matière de chorale, et notamment de chorale pour les jeunes. Pourquoi les Anglais, pourquoi les Allemands sont beaucoup plus... sont meilleurs?
Alors j'ai une théorie sur ce sujet qui est là aussi qui demanderait des développements. La première raison, c'est que au fond, les pays où il y a une grande pratique chorale et vocale sont des pays soit où la religion est très forte, soit où le folklore est très présent, ou les deux. Par exemple, la Hongrie, qui est un pays où, enfin, je ne suis pas un expert de la sociologie du peuple hongrois, mais je pense que la religion n'est pas très présente, mais en revanche, le folklore demeure très, très présent dans les pratiques. Et ils ont de bonnes chorales. Et ils ont de bonnes chorales. Les pays scandinaves aussi, ils ont les deux. Les pays ont cette tradition luthérienne et aussi le folklore. Donc on chante au temple. On chante au temple, on chante à la maison. Et on fait la fête en chantant. Voilà. Nous, la Révolution française a eu un double effet, au fond, assez handicapant sur le plan des chorales. D'abord, toutes les maîtrises ont été raquettées par ce qui est devenu après le Conservatoire de Paris. C'est paradoxe, mais réalité historique. C'est pendant une trentaine d'années, les maîtrises d'église ont été complètement... siphonnées pour envoyer tous les petits chanteurs au Conservatoire de Paris. Non, pas les petits chanteurs, les grands, l'argent pour créer des musiques militaires. Et puis, par ailleurs, au fond, Michelet le raconte assez bien dans son Histoire de France, l'État jacobin a souhaité, au fond, gommer les particularismes régionaux. Et donc, le folklore, c'était souvent... Le folklore, voilà. Donc c'est un peu ce double effet, finalement, dont on a mis beaucoup de temps à se remettre. Marc-Olivier Dupin, il y a beaucoup d'initiatives en dehors des chorales depuis une dizaine d'années pour favoriser la pratique orchestrale des jeunes, et notamment de ceux qui sont éloignés de la culture classique. Il y a Demos, il y a Orchestra d'école, il y a les petites mains symphoniques. Il se passe quelque chose quand même en France. Il se passe beaucoup de choses. Et vous êtes trop gentil en parlant du Grand Mélange, mais notre association reste modeste parce que, si vous voulez, par rapport à ce qu'on pourrait mesurer comme besoin... Mais maintenant que vous êtes sur Scout TV, vous allez voir, tout va changer. Marc-Olivier. On est sur des nombres quand même très modestes. Enfin, 4000 jeunes quand même, depuis que vous avez créé, ça fait du monde. Oui, mais je pense que par rapport à si vous voulez, la problématique qui est celle d'ailleurs de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture, c'est-à-dire la question de la généralisation. Oui, effectivement, là, il y a de la marge. C'est des enjeux considérables. Marc-Olivier Dupin, dans Les Symboles, un directeur musical à l'Opéra de Paris, qui est une pub vivante pour les programmes d'éducation musicale à destination des plus modestes, c'est Gustavo Dudamel, le Vénézuélien. El Sistema était, je crois que c'est un des programmes les plus emblématiques, lancé par un musicien économiste, Abreu, pour faire jouer les enfants. Là encore, ça fait partie des choses qui bougent, non, et qui remuent un peu les mentalités. Oui, les mentalités ont beaucoup évolué. La seule chose, c'est que, si vous voulez, tous ces programmes d'instruments pour les jeunes, de pratique instrumentale pour les jeunes, demandent un énorme encadrement, si vous voulez. Donc, il faut des moyens. Il faut s'assurer, pour la réussite de ces projets, qu'il y ait vraiment un encadrement suffisamment nombreux et formé. Marc-Olivier Dupin pour le Grand Oral de la Quotidienne. On se retrouve dans quelques instants. Ce sera après notre rubrique du jour. Et notre rubrique du jour, c'est l'infirmerie. Les jeunes face au Covid-19. Sophie Marinopoulos. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le Covid et nos adolescents. Le Covid, ça a été un moment de rupture pour tout le monde. Et comme toute rupture, ça s'est accompagné de chocs émotionnels et de très nombreuses pertes. Perte de ses habitudes, perte de l'organisation de la vie, du travail, des loisirs. Récemment, un jeune homme de 16 ans me dit « On m'a volé ma jeunesse ». Le « on ». On ne peut même pas... À qui se plaindre? Qui est responsable? Il se sentait littéralement démuni. On l'empêchait de pouvoir vivre ce qu'il avait à vivre pour un jour grandir et devenir un homme. Il était pris dans cette tristesse, dans cette désespérance. Et en même temps, il avait envie d'essayer de trouver sa voie, d'inventer, de trouver une solution pour pouvoir continuer. Donc le moment du Covid, ça a été de grandes inégalités dans la capacité à supporter cette situation qui, émotionnellement, au niveau des ressources internes, ce qu'on appelle la vie psychique, a été très difficile et particulièrement difficile quand certains vivaient dans des conditions de grande promiscuité. Mais ce n'est pas seulement la dimension matérielle ou organisationnelle qui a le plus touché les familles,
c'est quand les familles n'ont pas réussi à trouver suffisamment d'énergie en eux, tellement ça les a atteints, tellement ça leur a fait peur, tellement ils se sont sentis infectés même par le virus, pas simplement le Covid, par le virus de la peur. En fait, ce sont des virus qui se sont associés, des virus psychiques qui ont accompagné le Covid et qui ont fait que certaines familles ont perdu pied. Et puis, au milieu de situations difficiles, complexes, eh bien, on a vu, dans certaines situations, des familles d'adolescents qui ont fait preuve de créativité, d'inventivité, de beaucoup de souplesse pour pouvoir réinventer une vie supportable pour leurs plus jeunes, pour leurs adolescents. Et je pense à un couple qui vit dans un appartement très petit, je vais dire ça comme ça, et qui a cet appartement a un petit balcon. Et ils ont décidé, les parents ont décidé, que ce petit balcon deviendrait un restaurant éphémère. Et pendant le Covid, le petit balcon, restaurant éphémère, appartenait à leurs 3 adolescents. Il n'y avait qu'eux qui avaient le droit d'y aller. Les parents disparaissaient de leur vue. Et ça paraît simple, mais le fait que tout d'un coup, ce lieu-là a été un lieu intime uniquement pour eux, où ils pouvaient parler, rire, se moquer, pleurer ensemble et être véritablement dans leur confidence adolescente. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que finalement, quand on devient parent d'un adolescent, là je quitte même le Covid, eh bien ça demande d'aller chercher dans ses ressources. Ça demande en effet de trouver comment créer un nouveau lien, parce qu'il y a une rupture. Ce n'est plus un enfant, c'est un adolescent. Il y a une transformation qui a surgi dans la famille. Il faut faire autrement, il faut continuer. Donc il faut inventer, il faut être suffisamment souple, suffisamment malléable pour pouvoir accepter et entendre que cet enfant-là, pour son passage dans l'adolescence, va en effet bousculer, attaquer, critiquer, et que ça va demander à chacun des parents de tenir debout pour continuer à être ceux qui lui permettent de grandir et d'aller dans la vie. C'est vraiment, on pourrait presque prendre le titre du film « Va, vie, devient », de manière à dire, ben voilà, c'est ça, être parent d'un adolescent, c'est mettre toutes ses ressources au service de cette famille qui se transforme. Les ados face au Covid-19, c'était dans l'infirmerie de Sophie Marinopoulos. Quelques mots pour clore ce grand oral, Marc-Olivier Dupin. Pendant le Covid-19, alors vous, en tant que compositeur, vous vous êtes dit, c'est pas parce qu'il y a des masques qu'on arrête de chanter. Vous avez commandé plein d'œuvres. Oui, on a commandé des œuvres spécialement pour être chantées avec masque. Et donc, ça peut chanter bouche fermée. Chanter pas bouche fermée ou avec des onomatopées, en tout cas, voilà. Non projective. Voilà. Absolument. Et on va pouvoir les entendre dans pas longtemps. Il faut le temps que les compositeurs composent. Dernière question, il y a un plan choral, on ne l'a pas encore dit, qui a été initié conjointement par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale en 2018. Beaucoup de déception pour moi, dans la mesure où notamment les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale travaillent beaucoup trop peu ensemble. En silo. Oui. Alors moins de silos, plus de réunions, plus de chorales ensemble. Plus de plaisir et moins d'évaluation. Et pour cela, vous pouvez aller au spectacle aussi pour entendre la musique de Marc-Olivier Dupin qui est, alors j'allais dire avant tout, c'est pas vrai, vous faites plein de choses dans la vie, mais vous êtes compositeur en tout cas, des musiques de scène pendant très longtemps, je crois que c'était avec Brigitte Jacques à Aubervilliers, oui. Ou à Gennevilliers, je ne sais plus, non ça devait être Aubervilliers. Oui, et ailleurs aussi. Et ailleurs, un malade imaginaire, en tout cas, avec des vrais musiciens en chair et en os sur scène. C'est dans pas longtemps, vous surveillez les programmes de la Comédie Française, vous surveillez les programmes du Théâtre des Champs-Élysées en avril, vous avez un Petit Prince de Marc-Olivier Dupin, un Chat du Rabbin, c'est à Nogent-sur-Marne, c'est également en avril. Coup de ballet, c'est avec un chœur d'enfants extraordinaire, Sotto Voce de Scott Alan Prouty à la salle Gaveau, c'est librement adapté de la colonie de Marivaux. Et puis, tous les samedis à 8h du matin, vous faites une toute petite exception, au lieu de regarder la quotidienne de School TV, mais pendant 3 minutes, 4, éventuellement, vous allez sur France Musique. Ou en podcast. Ou en podcast, quand vous voulez, pour la formidable chronique de Marc-Olivier Dupin dans la matinale de Gabriel Oliveira Guyon. Merci beaucoup, merci Amal. Vous êtes bonne en chant, vous ? Pas du tout. Non, bon, alors on va se quitter en musique avec un extrait d'une œuvre de Marc-Olivier Dupin. Mais je veux bien prendre des cours. Un drôle de crocodile. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Va falloir sortir faire des courses.
Monsieur Crocodile a mis son chapeau et il est parti chercher quelqu'un à dévorer.